Bonjour, heureux de vous retrouver après cette période de vacances qui a été marquée par un certain nombre d'événements. Je vous rappelle que cette chronique hebdomadaire, comment ça marche, est là pour vous donner les clés pour comprendre l'actualité scientifique et technologique. Et pour cette rentrée, avouez que l'on est gâtés. Les Américains vont nous offrir un spectacle énorme, gigantesque, magnifique, et oui, avec une énorme fusée Artemis en direction de la Lune. Et oui, les Américains, lundi, vont repartir pour aller déposer des hommes sur la Lune. Enfin, disons, allez, vers la Lune, on va faire le tour de la Lune et on va revenir sur Terre. Et oui, l'Amérique repart à la conquête de la Lune. Ça a marqué pas mal d'hésitations. Il y a 53 ans, ça a été bien sûr le succès, vous vous souvenez d'Apollo 11. Et puis, regardez bien, cette fusée-là, on n'a pas l'habitude de la voir, cette maquette, il n'y en a pas beaucoup. C'est la maquette à l'échelle 1/100 de la gigantesque fusée lunaire qu'ont conçue les soviétiques pour rivaliser avec les Américains, c'est la fameuse N1. Un engin monstrueux, la plus puissante de toutes les fusées jamais construites, avec une poussée de près de 4500 tonnes au décollage, avec 112 mètres de haut, et à la base, 30 moteurs. Et c'est parce qu'il y avait 30 moteurs qu'il fallait les coordonner, que ça a déclenché des vibrations, et qui, faute de bancs d'essai et de simulateurs, eh bien, à 4 reprises, entre 69 et 72, eh bien, cette magnifique réalisation technologique, il faut bien le reconnaître, eh bien, a fini dans un feu d'artifice. Et les Américains, bien sûr, sont arrivés les premiers sur la Lune. Donc, l'Amérique, après avoir hésité, y retourne. Pourquoi ? Bien parce que le paysage politique a changé. Il y a de nouveaux concurrents, non plus, disons, les soviétiques, mais, disons, la Russie actuelle qui a d'autres soucis, surtout des problèmes économiques, et non, est orientée vers le militaire. Mais surtout, la Chine, qui a annoncé qu'elle va aller planter le drapeau chinois sur la Lune et y déposer des hommes et peut-être y mettre une base lunaire. Et du coup, piqué au vif, l'Amérique, après des hésitations, après un programme Constellation, a abandonné un programme inspiré de programme Apollo, où manquait un peu d'imagination du côté de la NASA, eh bien, est reparti dans la course à l'espace pour la Lune. On va donc vivre cet événement, on va vous le faire vivre, et surtout, dans notre chronique Comment ça marche, on y consacre un très gros et volumineux dossier. Regardez bien ces deux images, que voyez-vous ? Deux fusées sur le pas de tir. Et apparemment, à quelques détails près, elles se ressemblent. Oui, et pourtant, un peu plus de 50 ans les séparent. Oui, un demi-siècle dans la course emblématique à la Lune. À gauche, donc, la gigantesque Saturne V du programme Apollo. Gigantesque ? Non, monstrueuse, avec ses 112 mètres de haut, ses 3000 tonnes au décollage. À droite, SLS, pour Space Launch System, également monstrueuse, mais un petit peu plus petite que la Saturne V, avec seulement, si j'ose dire, 96 mètres. Mais par contre, beaucoup plus puissante, car conçue à partir de l'expérience des navettes. Par exemple, autour du corps central du premier étage, deux énormes fusées à poudre, issues des navettes, qui développent chacune une poussée de 1000 tonnes. Oui, il faut beaucoup d'énergie, et vous allez le voir, beaucoup d'argent, pour aller sur la Lune. Voilà, c'est ça le nouveau programme de la NASA. Mais il n'y a pas que la NASA à se lancer dans cette nouvelle course à la Lune. Côté américain, SpaceX, qui développe un étrange véhicule, on le verra, le Starship. Et bien sûr, d'autres puissances spatiales veulent relever le défi. Tout d'abord la Russie, mais on est interrogatif, avec son énorme fusée Angara, qui n'a volé qu'une fois, et un programme assez flou, faute d'argent. Et surtout la Chine, bien entendu, qui rêve, avant les Américains, de planter le drapeau rouge dans la poussière sélène. Bref, la course à la Lune est relevée un demi-siècle après Apollo. Mais revenons en arrière. Dès que les hommes ont eu des fusées assez puissantes pour lancer des sondes dans l'espace, ils ont bien sûr visé notre satellite, qui représente une cible de choix
Et surtout, vous allez le voir, un choix très politique et très médiatique. La Lune, c'est ni trop près, pour être un défi technologique, ni trop loin, pour être inaccessible. Entre 360 et 400 000 kilomètres, et surtout 3 jours de voyage. Et surtout, bien visible et de belle taille, pour être sûr d'avoir de belles images. Déjà, le côté médiatique. La Lune, c'est 4 fois plus petit que la Terre. Et ce sont les Soviétiques qui ont réussi le premier survol de la Lune, et surtout de sa face cachée, en 1959, avec l'Unique 3, et ce, réalisez bien, seulement 2 ans après Sputnik 1. Bref, déjà un beau coup de bluff. Autrement dit, dans la course à l'espace, dès le début, la Lune a fait l'objet d'un enjeu politique et surtout d'une vitrine technologique. À la face du monde, c'était en quelque sorte le savoir-faire d'un pays, car pour pouvoir viser et réussir à coup sur la Lune, il fallait maîtriser un ensemble de techniques. Mais le vrai coup d'envoi a été, vous en souvenez, en 1961, le célèbre pari de Kennedy, qui voulait redorer le blason de la grande Amérique humiliée, ridiculisée par les grandes premières spatiales soviétiques. Et surtout, vous vous en souvenez, et ça les Américains n'ont pas aimé, le premier vol d'un homme dans l'espace, Gagarine, le 12 avril 1961. Nous irons sur la Lune, dit Kennedy, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Oui, j'ajouterais très, très difficile, et vous allez le voir, très, très cher. Pour aller sur la Lune, il faut, bien sûr, construire des engins. Il faut tout inventer. Il faut les essayer au sol. Il faut faire une répétition en orbite autour de la Terre. Et surtout, il faut s'adjuger le meilleur d'une industrie. Côté américain, retenez bien ces chiffres. 400 000 personnes, 20 000 entreprises, et non des moindres, comme les Boeing, McDonnell Douglas et les IBM. Et surtout, un portefeuille bien garni de 150 milliards de dollars de l'époque. Et tout ça pour déposer sur la Lune 2 hommes et les faire revenir sur Terre, sains et saufs, avec dans des poches quelques échantillons de cailloux lunaires. Incroyable. Incroyable quand on regarde à l'époque le défi que ça représentait. Et pourtant, ils ont réussi. Et du premier coup. Et on sait que ces images en noir et blanc, avec ces 2 bimentums engoncés dans leur scaphandre, tressautant comme des kangourous, ramassant à la hâte des cailloux pour les mettre dans leur poche et les ramener sur Terre, ça a été les plus belles images. Et ça la reste du XXe siècle. Et l'on reste muet et ébahi devant cette performance, car on sait aujourd'hui qu'ils avaient une chance sur 2 d'échouer. Mais peut-être le plus terrible, le plus décevant dans cette course à l'espace du XXe siècle, c'est que le spectacle a été tellement parfait que bien vite, les médias et surtout les politiques, c'est-à-dire ceux du Congrès, ceux qui payent, se sont détournés de la Lune. Ils avaient l'impression que l'on nous rejouait la même pièce avec quelques améliorations ça et là, comme la présence par exemple d'une Jeep lunaire pour se déplacer plus vite, aller plus loin et surtout faire de beaux rodéos dans la poussière sélène. Oui, clap de fin avec Apollo 17 en décembre 72, avec cette image emblématique d'un Harrison Schmitt, le seul géologue de la mission, et dont le programme Apollo avait tourné le dos, et qui revient en courant et en chantant vers le LEM, après avoir été garé plus loin, cette Jeep lunaire. Clap de fin donc pour la Lune. Entre-temps, et on les avait oubliés, les Soviétiques, qu'ont-ils fait? En fait, ils n'ont pas cru au départ au défi de Kennedy. Ils ont pris ça pour un coup de bluff, un coup purement médiatique. Et ils se sont lancés dans la course à toute vitesse lorsqu'ils ont compris qu'ils faisaient le coup du lièvre et de la tortue. Et ils ont su mobiliser les meilleurs hommes, les meilleures techniques. Et pour ça, ça a été le programme N1. Quelque chose de gigantesque,
j'oserais dire, à la soviétique. Ils ont construit en un temps record la plus grosse fusée, la plus puissante du monde. À la base, regardez bien, un premier étage avec ses 30 moteurs, 112 mètres de haut, 2700 tonnes, et une poussée record pour l'époque de 4500 tonnes. Bref, du beau, du très beau travail. Et pour le transport, du haut de l'assemblage au pas de tir, un convoi exceptionnel, et oui, tiré par 2 locomotives roulant sur des voies parallèles. Monstrueux. Et surtout, tout cela assemblé pièce par pièce à 2500 km de Moscou, en plein désert du Kazakhstan, à Baïkonour. Le tout assemblé sur place, alors que tout a été acheminé par chemin de fer ou par des avions gros porteurs. Démentiel. Et le résultat, décevant. À 4 reprises, oui, à 4 reprises, ils ont procédé à des tirs. Et à 4 reprises, ce furent des échecs. La première ENA a explosé le 25 février 69, 70 secondes après le décollage, en raison d'une rupture de canalisation de carburant due aux hautes vibrations. La deuxième, le 3 juillet 69, elle a explosé à 100 mètres du pas de tir. Autrement dit, elle l'a détruit. La troisième, elle, a dévié de sa trajectoire et a dû être détruite en vol. Et quant à la dernière, en novembre 72, alors que les Américains quittaient précisément la Lune avec Apollo 17, elle a fini dans un magnifique feu d'artifice 1 minute et 47 secondes après le décollage. Et c'en était fini du rêve soviétique de la Lune. On le saura plus tard, faute de crédit, faute de cohérence politique, de rivalité entre 2 hommes, avec 2 programmes lunaires dont l'un visait à déposer un homme sur la Lune et l'autre à seulement le mettre en orbite. Faute d'avoir développé des bons d'essai au sol, faute d'informatique surtout, les Russes ont échoué et ont tourné le dos définitivement à la Lune et se sont contentés de quelques sondes automatiques qui ont ramené sur Terre quelques grammes de poussière sélène, alors que dans les réfrigérateurs de la NASA à Houston, 300 kilos de pierres de Lune attendent encore d'être analysées. Et durant une trentaine d'années, l'ensemble de la communauté spatiale a tourné le dos à la Lune et s'en est désintéressé au profit des sondes interplanétaires, au profit de stations spatiales côté russe, et surtout l'ISS américaine. Et bien sûr, côté américain, avec le formidable programme des navettes spatiales. En 2004, un certain George W. Bush, en mal de notoriété, ressort des cartons de vieux projets pour remplacer, dit-il, la flotte des navettes vieillissantes et surtout redorer le blason de la NASA et replacer l'homme dans l'espace et lancer un grand programme d'exploration avec, bien sûr, au premier rang, la Lune et peut-être en filigrane derrière, Mars. Mais le Congrès n'a pas suivi. Les Américains avaient d'autres soucis. C'était le programme de la fusée Ares, qui ressemblait étrangement au programme Apollo avec une cabine spatiale Orion, un module lunaire Altaïr, mais le cœur n'y était pas. Et surtout, le Congrès ne voulait pas payer la note. Et Barack Obama a enterré le programme Constellation. Mais en politique, on a souvent un double langage. En effet, l'Amérique officiellement tourne le dos à la Lune, d'accord, mais les industriels continuent en douce avec des crédits à travailler sur le programme. Ce qu'il fallait, c'était un grand coup de gueule pour réveiller les esprits. Et bien entendu, cela était celui de Donald Trump. Il annonce tout de go le retour de l'Amérique sur la Lune pour, tenez-vous bien, 2019. Ah, on est en 2022, et c'est toujours pas fait. Mais, c'est sûr, c'est le lancement du programme Artemis que l'on connaît aujourd'hui. Et Artemis reprend les grandes lignes du programme Apollo. Après tout, on ne change pas une équipe qui a gagné. D'abord, une fusée gigantesque, SLS, l'équivalent mais en mieux de la Saturne V, car elle profite de l'expérience des navettes. Ensuite, côté cabine spatiale, eh bien, on refait une Apollo améliorée, mais pour 4 passagers et non plus 3. Et puis, pour propulser la cabine spatiale, eh bien, il faut ce que l'on appelle une salle des machines, un module de service. Eh bien là, les Américains ne se sont pas embêtés. Ils ont pris ça sur étagère, ce qui existait de mieux, un module dérivé des modules européens de cargo spatial, l'ATV.
Alors, fallait-il refaire Apollo? C'est-à-dire un aller-retour Terre-Lune? Pas tout à fait. Des esprits se sont dit, vu le prix, c'est-à-dire 18 milliards de dollars tout de même, c'est colossal. Et seulement qu'un vol de fusée, c'est 2 milliards de dollars. Le Congrès traîne les pieds, d'où l'idée, eh bien de se dire, on va faire mieux. On va non pas directement sur la Lune comme Apollo, mais on va d'abord aller vers une station spatiale mise en orbite autour de la Lune. C'est ça l'originalité. Cela s'appelle le Deep Space Gateway, autrement dit, une passerelle pour l'espace lointain. Ah, mon Dieu, que c'est beau. On rêve. Autrement dit, morceau après morceau, on met en orbite autour de la Lune une station spatiale qui va être desservie par des cabines spatiales européennes. Et un module qui est encore à définir, qui fait partie des appels d'offres, qui va permettre de faire des allers-retours entre la station spatiale, qui va servir de module d'habitation, et le sol lunaire. Une série, en somme, d'allers-retours. À condition, bien entendu, qu'il y ait du carburant. Et pour qu'il y ait du carburant, il va falloir inventer une nouvelle race d'engins, des vaisseaux stations-service. Vous voyez, la partie n'est pas jouée. Vous l'avez compris donc, la Lune, cela reste quand même quelque chose d'emblématique. C'est un rêve pour les politiques, quelle belle image. Mais c'est un rêve également pour les industriels. Comme il y a de gros crédits, autant les utiliser. Et puis, le dernier point, à la face du monde, c'est le reflet d'un savoir-faire emblématique. Et voilà pourquoi d'autres nations que les États-Unis se lancent dans la course. Donc, la NASA a lancé les appels d'offres. OK. Mais le New Space, comme l'on dit, est là. Le privé a senti qu'il y avait un beau marché, qu'il y avait des crédits de disponibles. Et c'est ça qui est nouveau dans la course à l'espace. Oui, la présence du privé. D'abord pour la construction, mais également pour la présence du privé pour se mettre sur les rangs dans la course à l'espace. Et c'est ça, vous le devinez, qu'a compris Elon Musk avec son SpaceX. Après avoir formidablement réussi le New Space avec une fusée Falcon 9 qui marche à tous les coups, qui peut revenir sur Terre et repartir ensuite à plusieurs reprises pour l'espace, autrement dit, qui permet de diviser par deux le coût de l'espace, eh bien, Elon Musk va appliquer la même recette, mais pour la Lune. Il veut abaisser le prix du kilogramme en orbite. Et là, il a imaginé et proposé un programme baptisé Starship. Oh mon Dieu que c'est beau, Starship, le vaisseau des étoiles. Et là encore, fidèle à sa philosophie, il va tout remettre en cause. Tout d'abord, plus de fusée, non, plus de cabine spatiale, plus de module lunaire. Tout simplement, on va concevoir un engin qui va faire le tour de la Lune, une espèce de couteau suisse de l'espace, et surtout également réutilisable, et donc, regardez, un premier étage, appelé booster, c'est celui qui pousse, c'est l'étage de base. Et regardez bien, 33 moteurs, un peu à la manière, et on espère que ça fonctionnera mieux, de la N1 des soviétiques. Ce module, qui fait 70 mètres de haut, 8 mètres de diamètre, fonctionne avec des moteurs Raptor de nouvelle génération qui développent chacun 250 tonnes de poussée. Et qui fonctionnent non plus à l'hydrogène et à l'oxygène liquide, non, c'est trop compliqué, trop cher. Non, plus simple, avec du gaz, oui, du méthane, du gaz de ville, certes amélioré si vous voulez, et de l'oxygène. C'est donc l'un des grands défis technologiques d'Elon Musk. Et au-dessus, un deuxième étage, le Starship lui-même, le vaisseau lui-même, vous voyez, mi-fusée, mi-cabine spatiale, mi-navette, mi-cargo, mi-module lunaire, mais tout de même un bel engin de 50 mètres de haut. Il est capable d'emmener un équipage de la Terre à la Lune, de se mettre en orbite autour de la Lune, et comme la fusée de Tintin, de venir se poser sur la Lune en douceur, de débarquer les astronautes à l'aide d'un ascenseur, tellement la fusée est haute, de les laisser travailler sur la Lune, de remonter à bord, qui sert de base vie, puis, une fois la mission terminée, de redécoller et de revenir se poser en douceur, cette fois-ci sur la Terre. Et c'est là où on rêve. Sur la base de Boca Chica, au sud du Texas, face à la mer, qui est en quelque sorte le quartier général d'Elon Musk, un concept entièrement nouveau. Regardez bien. Il a construit une tour de lancement
Cette tour de lancement est équipée de 2 bras qui vont pouvoir saisir en vol les éléments de la fusée quand ils reviennent. Ils ne se poseront pas directement sur Terre avec des pattes, c'est trop lourd, mais simplement seront agrippés par une énorme pince, et ce, on l'imagine, en douceur. Et ce module qui reviendra de l'espace, qui fait tout de même 70 mètres de haut, il va le déposer sur la table de lancement, extrêmement simpliste, prête, après les pleins de carburant et les contrôles, à repartir pour l'espace. Mais ce n'est pas tout. Arrive le module lunaire, le Starship, qui rentre de son voyage autour de la Lune, et qui lui aussi va être saisi en vol, et à l'aide d'un jeu de contrepoids, on va amortir sa descente, et on va le déposer en douceur sur le sommet du booster, de façon à reconstituer l'ensemble lunaire. Et après les contrôles, les pleins, les travaux nécessaires à la remise en état, notamment les tuiles, eh bien on sera prêt pour repartir pour l'espace. C'est fou quand on y pense. De simplicité, mais surtout de complexité. C'est ça, la grande idée d'Elon Musk. Elon Musk ne fait jamais les choses à moitié. Dans 2 énormes bâtiments, il assemble à la chaîne avec simplement des grues de chantier et en plein air. C'est cela qui est bluffant, et non pas dans des enceintes aseptisées avec des hommes en cagoule blanche. Il assemble à la chaîne des modules qu'il essaye. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il les envoie à la casse. Mais on attend tous le grand départ, qui est repoussé pour le moment de mois en mois. Mais c'est tout de même un grand et le plus grand défi d'Elon Musk, et on lui souhaite de réussir. Et le reste? Eh bien, le reste, c'est un peu gonflou. Côté russe, compte tenu des événements actuels, on ne sait pas trop si, faute de crédit, ils vont un peu faire traîner le programme lunaire et le mettre de côté. Ils vont, on le sait, en 2024, abandonner la Station spatiale internationale pour un programme qui sera, vous l'imaginez bien aujourd'hui, d'une petite station, mais 100% russe. Quant aux Chinois, eux aussi ne sont pas en reste, mais ils vont non pas au train d'un sénateur, mais au train d'un Chinois, c'est-à-dire méthodiquement, pas à pas. Ils apprennent l'espace, et eux aussi ont montré un programme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au programme Apollo, mais ce sera dans 5, voire 10 ans. Voilà donc où on en est dans la course à l'espace. Reste, dernier point, la grande question, finalement, à quoi cela sert-il de revenir sur la Lune? Hormis le fait, vous l'avez bien compris, que 1. C'est un défi technologique. 2. Une vitrine mondiale d'un savoir-faire, d'un degré de maturation technologique pour le pays à la face du monde entier. 3. Pour justifier tout cela, on va lui mettre une teinture scientifique. Ben oui, après tout, on a toujours des choses à apprendre. Malgré l'analyse des échantillons lunaires, il reste toujours une grande énigme. Quand s'est formée la Lune? Pourquoi la Terre a-t-elle si près, et c'est une anomalie dans l'astronomie, pourquoi a-t-elle un satellite aussi gros? Pourquoi la Lune a-t-elle dégazé? Quand a-t-elle dégazé? A-t-elle encore une activité sismique? Beaucoup de questions qui sont encore, pour certaines, sans réponse, et qui justifient le fait, bien sûr, qu'il faille y retourner. Et puisqu'on parle d'espace, eh bien, allez, à tout seigneur, tout honneur, des livres. Alors le premier, évidemment, d'ailleurs c'est un commandant de bord d'Air France que je salue, d'Apollo à Artemis, qui est le programme Artemis, chez l'éditeur belge de Bock. Très 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 sympathique. Les vols habités européens d'Antoine Meunier, que je salue. Et oui, toute l'histoire qui a démarré, vous vous souvenez, avec notre ami Jean-Loup Chrétien. J'espère qu'un jour, on va avoir tout de même un vaisseau spatial européen. Voilà. Le tourisme spatial de Michel Le Messager. Eh oui, il faut penser également au développement du tourisme spatial. Et puis, l'énigmatique, parce qu'il est dans la course à la Lune, avec son Starship, Elon Musk. Une enquête sur un personnage qui aime défrayer la chronique. Très 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 intéressant.